Bonjour à tous et bienvenue pour une autre contribution. Il s'agit de la série numéro 1 de l'électromagnétisme. Je vais vous proposer quelques exercices sur les dés électriques. Donc la série elle est téléchargeable dans la description qui se trouve en bas de la vidéo. Donc voilà brièvement la série. Donc on comprend un cylindre infini de très grande longueur de rayon R qu'on suppose polarisé de façon perpendiculaire à son axe. Vous avez le droit de choisir P soit suivant X ou bien suivant Y. Bon, tout ça c'est des questions de cours. D'abord montrer que le potentiel créé par ce cylindre s'écrit sous la forme P fois ES. Dans le cours je l'ai noté J et donner la signification de ce champ. Ensuite à partir de là on veut déterminer le potentiel et à partir de le potentiel déduire le champ. Donc l'exercice 2, il s'agit d'une sphère, cette fois-ci polarisée avec une polarisation radiale non uniforme. On verra comment on calcule le champ électrique à partir directement des charges de polarisation et de calculer la somme des charges de polarisation. Ensuite, voilà, et déduire le champ. Exercice 3, on va s'intéresser à un cas très classique. Vous avez un condensateur plan. Entre les deux armatures, on va insérer deux dés électriques. Un dé électrique de constante dé électrique y1, un deuxième de constante dé électrique y2. Donc il s'agit d'un exercice, on va essayer d'appliquer les différentes équations que nous avons déterminées entre D, E et P. Donc on vous dit de déterminer le champ E, champ total, vecteur déplacement électrique et la polarisation partout dans l'espace, évaluer les charges de polarisation partout où il existe et en déduire la capacité de ce condensateur. On fait un quatrième exercice, on vous donne un fil infini, on va l'entourer par un cylindre creux. Entre les deux rayons R égale à A, R égale à 2A, on va mettre un dé électrique et il s'agit de déterminer le champ créé par ce système partout dans l'espace et de vérifier les conditions de passage. Donc voilà cette série, je vais corriger 2 ou 3 exercices et je vais vous laisser le soin bien sûr de faire les autres. Bien, je vais commencer par l'exercice 2. Bon, l'exercice 1, je l'ai déjà pratiquement traité en entier dans le cours. Dans l'exercice 2, il s'agit d'une sphère qui est polarisée avec une polarisation non uniforme et on vous demande de déterminer les densités de charge. Donc là, application directe des formules du cours. Si vous connaissez la polarisation, vous pouvez déterminer directement les densités de charge surfacique par la relation sigma est égal à P scalaire, la normale. Pour une sphère, vous avez une seule surface, c'est la surface au rayon R, et la normale, bien sûr, à la sphère, c'est le vecteur ER. Mais là, il faut faire très attention, c'est une erreur classique que tout le monde fait à l'examen. Qu'est-ce que vous faites en général? Allez, je prends la polarisation, je le remplace par A sur petit r suivant ER, scalaire ER, et ça va me donner A sur R. Mais il y a une erreur dans cette expression. Bon, bloquez la vidéo, celui qui le détermine, c'est qu'il a très bien compris ce que c'est que les charges de polarisation. L'erreur, elle est là. Faites très attention. Souvent, les charges surfaciques, on les calcule sur une surface. Et pour la sphère, la surface de la sphère, elle est caractérisée par quoi? Par un rayon qui est constant, grand R. Donc, si vous voulez calculer les densités surfaciques sur une sphère, indiquez toujours les caractéristiques de cette sphère. Je calcule sigma, là au petit r c'est une constante, il vaut grand R. Et donc au lieu d'écrire A sur petit r, il faut écrire A sur grand R. Faites très attention. Bien, densité de courant volumique, là c'est justement une formule, c'est moins divergence de P. Vous avez divergence en coordonnées sphériques, c'est moins 1 sur R carré D de R carré sur D de R fois le vecteur, la projection de P suivant R, qui est P parce qu'il est radial. Donc vous calculez divergence de ça et ça vous donne moins A sur R carré. Donc j'ai une densité de charge surfacique partout sur la sphère qui est uniforme, A sur R c'est une constante, et puis j'ai une densité de courant négatif partout à l'intérieur de la sphère avec une densité de charge moins A sur R carré. Bien. Maintenant, deuxième question, calculer le champ créé par ces densités de charge. Et là, c'est un problème purement d'électrostatique.
vous avez des densités de charge, calculez le champ créé par ces densités. Donc les mêmes choses, symétrie, invariance, et puis dans ce cas-là, on peut appliquer le théorème de Gauss, donc c'est plus facile. Bien, avant cela, on va calculer d'abord la somme des charges de polarisation, et toujours dans les exercices, c'est un moyen qui vous permet de vérifier si vos densités de charge sont correctes. Faites attention, c'est la somme des charges. Certains d'entre vous calculent la somme des densités. Ce n'est pas la somme des densités, c'est la somme des charges qui doit être comment? Et doit être nulle. Pourquoi? Parce que le diélectrique au départ il est neutre, on lui applique un champ électrique, c'est juste un déplacement de charge, c'est une déformation des charges. Ah, on l'avait vu dans le cours. Donc la charge totale doit rester constante. Donc au départ il est neutre, à la fin il doit rester neutre. Donc s'il y a apparition de charges positives sur la surface, la somme des charges négatives en volume doit être exactement égale à la somme des charges positives en surface et la charge totale doit être nulle. Donc on va calculer la charge totale, on va intégrer sigma polarisation sur la surface plus repolarisation sur le volume. Donc sigma c'est une constante, donc ça vous donne A sur R fois 4πr carré. Vous voyez, si jamais vous avez laissé A sur petit r, là ça va vous poser des problèmes. Ensuite moins ρ plus ρ qui est moins A sur R carré. Un élément de volume en coordonnées sphériques, c'est 4πr carré d de R. Bon, vous vérifiez facilement et on trouve bien 0. Donc ça nous rassure. Maintenant, on va passer au calcul du champ électrique créé par les charges de polarisation en tout point de l'espace. D'accord? Attention, notez bien ici, on vous demande de calculer le champ. Certains étudiants pensent directement à la relation V polarisation égale à P scalaire J, avec J sur le champ créé par la sphère chargée avec ρ égale à 1. Ensuite, on déduire le champ par E égale à moins gradient de V. Pourquoi on ne peut pas utiliser cette formule dans ce cas-là? Pourquoi? Tout simplement parce que cette expression, on l'a introduit si et seulement si le vecteur polarisation, il est comment? Il est uniforme. Ici, la polarisation n'est pas uniforme. Donc, je n'ai pas le droit d'utiliser cette expression. Donc, je fais le calcul direct. Les densités de charge ont une symétrie sphérique parce que vous avez invariance par rotation autour du centre. Donc, le champ, il est radial suivant ER et il ne dépend que de R. Symétrie invariance largement étudiée en première année. Bon, j'applique le théorème de Gauss et là je vais vraiment donner brièvement le résultat. Bien sûr, vous prenez K au petit r inférieur à grand R, je prends une sphère de rayon petit r. Le champ électrique, lui, il est radial. Il est suivant ER d'après la symétrie. D'accord? La normale, le vecteur D de S, il est parallèle à E. Donc le flux, on l'a fait N fois, c'est 4πr carré fois E. Donc la somme des charges intérieures, j'ai une densité de charge volumique ici, donc j'intègre ρ d de V entre 0 et petit r. Tout l'intérieur de la sphère de Gauss est chargé. Donc voilà ρ, voilà un élément de volume, et ça vous donne moins 4π A fois petit r. Et donc en simplifiant par 4π r, ça vous donne moins A sur epsilon 0 petit r suivant ER, ce qui est en fait moins P sur epsilon 0. Donc voilà le champ créé par dans le volume. Donc c'est un champ qui est radial et il est dirigé vers le centre. C'est dans le sens opposé au vecteur polarisation. Maintenant, pour petit r supérieur à grand R, c'est-à-dire là quelque part ici, qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que la somme des charges de polarisation est égale à 0. Donc le flux de E à travers une surface de rayon petit r supérieur à grand R, c'est toujours le flux ne change pas pour les symétries sphériques, c'est E 4πr carré, mais la somme des charges intérieures, elle est nulle. Parce que la charge intérieure à cette surface de Gauss, c'est la charge volumique plus la charge surfacique. On vient de montrer que cette charge-là, elle est nulle. Donc, E est égal à 0. Mais faites très attention, ce n'est pas parce que la somme des charges est nulle que le champ est nul. C'est parce que je peux écrire le flux, c'est E fois 4πr carré égale à 0. Donc, E égale à 0 parce que petit r est différent de 0. On peut avoir le flux d'un champ nul sans que le champ soit nul. Faites attention. Donc, le champ à l'extérieur de la sphère, elle est nul. Je passe à l'exercice 3. Et là, c'est un exercice qui va vous montrer l'importance du vecteur excitation magnétique, le vecteur D, que je vais introduire bien sûr dans la partie 2 du chapitre 1, que je n'ai pas encore publié. Je vais le publier très très prochainement, ce soir ou demain.
Donc, pour l'exercice 3, il faut le faire une fois que vous avez fait la deuxième partie du cours. Bien. Là, vous avez un condensateur. On insère de D électrique, un de constant D électrique ε1, l'autre de constant D électrique ε2. Là, vous avez exactement un cas où vous avez un mélange de charges libres et de charges de polarisation. Donc, les charges libres, ce sont les charges qui se trouvent sur les armatures du condensateur. Bon, voilà, sigma libre et moins sigma libre. Hein. Sigma libre et moins sigma libre. Donc, vous avez un champ électrique au zéro. Ce champ au zéro va polariser le diélectrique. Donc, il va y avoir apparition d'un vecteur polarisation et donc des densités de charge de polarisation. Ces charges de polarisation vont créer un champ créé par le diélectrique qui va s'ajouter à O0 et le champ qu'on doit calculer, qui est donné, qu'on vous demande, c'est le champ total. Bien. Maintenant, puisqu'on a un mélange de charges libres et de charges de polarisation que je ne connais pas pour le moment, je vais les déterminer dans la deuxième question, je vais profiter du pouvoir de ce vecteur D. Ce vecteur D, vous voyez bien que son flux ne dépend que des charges libres. Donc pour le calcul de D, c'est comme s'il n'y a pas de D électrique, parce que lui, il ne dépend que des charges libres. Donc c'est comme si on vous demande calculer le champ électrique créé par un condensateur plan, sigma libre et moins sigma libre, sachant que son flux est égal à Q libre. D'accord? Autrement dit, la somme des charges libres. Donc, bon, pour un champ électrique, on fait le flux de E, c'est la somme des charges divisée par epsilon 0. Pour le vecteur D, le flux de D, c'est uniquement la somme des charges. Donc c'est exactement la même démonstration que nous avons fait pour calculer le champ à l'intérieur d'un condensateur plan. Et puisque le champ c'est sigma sur epsilon 0, ici il n'y a pas de epsilon 0, donc le champ D c'est sigma fois K. Donc vous voyez, D lui il est le même dans les deux D électriques, parce que lui il ne dépend que des charges libres. Voilà l'importance de ce vecteur D. Maintenant je pense il est clair pour vous l'importance de calculer le vecteur D chaque fois que vous avez un mélange de charges libres et de charges de polarisation. Vous voyez, son flux il ne dépend que des charges libres, donc c'est comme si on veut calculer le champ créé par un condensateur plan. Je l'ai déjà traité en détail dans le cours de première année, et on avait trouvé sigma sur epsilon 0, sauf que ici le flux de D, il n'y a pas de epsilon 0, donc directement le flux de D égale à sigma. Bon, ceux qui veulent refaire la démonstration, il suffit de prendre un condensateur à un plan infini, faire le théorème de Gauss, calculer le D, vous allez trouver Q sur 2, Q libre sur 2, sigma sur 2, pardon. Celui-là, c'est moins sigma sur 2. Et au milieu, les deux, ils ont le même sens. Et vous allez trouver sigma. Bien. Une fois que vous avez calculé D, les autres, c'est uniquement une application pure et simple des relations que nous avons démontrées. Bien sûr, maintenant, le champ dans le milieu, dans le diélectrique 1 ne sera pas le même que le champ dans le diélectrique 2, parce qu'ils n'ont pas la même constante diélectrique. Donc, le champ E1, ce sera D. Vous avez D est égal à epsilon fois E, donc epsilon 1 fois E1. Et dans le diélectrique 2, le même vecteur D sera égal à epsilon 2 fois E2. Donc E1 égale à D sur epsilon 1, c'est-à-dire sigma ou bien Q sur S, c'est la même chose, sur epsilon 1, et E2, c'est sigma sur epsilon 2 ou bien Q sur S. Donc vous voyez, pour le champ, une fois qu'on a calculé D, les calculs de champ, c'est uniquement application de ces deux formules. Bien sûr, on travaille toujours dans le cas des milieux linéaires, homogènes, isotropes, même si ce n'est pas précisé dans l'exercice. Le programme du DUG est réservé uniquement au cas de ces milieux, c'est-à-dire D est proportionnel à E. Pour le vecteur polarisation, là aussi, je vais avoir un vecteur polarisation dans le diélectrique 1 et un autre vecteur de polarisation dans le diélectrique 2. Et vous avez bien sûr P1 c'est epsilon 1 moins epsilon 0 fois E1 et P2 c'est epsilon 2 moins epsilon 0 fois E2. Epsilon 1 constante diélectrique du milieu 1, epsilon 2 constante diélectrique du milieu 2. Vous voyez, pour E et P, c'est juste application des formules. Bien. Maintenant, on va essayer de calculer les charges de polarisation, mais on ne vous précise pas où, on vous dit partout où il existe. Donc, où doivent se trouver les charges de polarisation? D'abord, vous remarquez que ça, c'est une constante. C'est une polarisation est uniforme. Donc, en même direction, module constant. Donc, c'est un vecteur qui est uniforme. La même chose que P2. Donc, il n'y aura pas de charge volumique. Donc, ρ, on peut dire tout de suite ρ égale à 0 partout, car
Car quoi? Car la polarisation est uniforme. Maintenant, on va s'intéresser aux densités de courant surfacique. Et les densités de courant surfacique sont données par le produit scalaire du vecteur polarisation fois la normale. Donc la première chose, indiquer la normale pour chaque diélectrique. Pour le diélectrique 1, la normale c'est un vecteur qui est perpendiculaire à la surface, dirigé de où vers où? De l'intérieur vers l'extérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. Donc voilà les vecteurs normaux pour le diélectrique 1. Maintenant pour le diélectrique 2, voilà l'intérieur, voilà l'extérieur. Donc voilà la normale à la surface du diélectrique 2 et voilà la normale à la surface du diélectrique 2. Bon, une fois que vous avez tracé les normales, vous avez indiqué la direction de P, le reste c'est juste des applications. Donc là, vous avez trois surfaces, Z égale à 0. Z égale à 0, vous avez uniquement le vecteur P1. Donc sigma, ce sera P1 scalaire la normale. La normale ici, vous voyez bien que suivant moins au Z est orienté vers le bas, et le suivant moins K. Donc ça vous donne P1, c'est epsilon 1 moins epsilon 0, avec ce signe moins, ce sera epsilon 0 moins epsilon 1, fois sigma sur epsilon 1. Maintenant, pour Z égale à A. Et là, pour Z égale à A, il faut faire très attention. Vous avez deux vecteurs polarisation qui vont contribuer aux densités de charge de polarisation. Vous aurez P1 scalaire la normale à cette surface, qui est suivant K, plus P2 scalaire toujours à la même surface, qui est suivant moins K. Hein, d'accord? Donc j'aurai P1 scalaire K, plus P2 scalaire moins K. Vous remplacez et vous aurez la charge de polarisation totale sur cette surface. Et enfin, pour Z égale à E, vous avez uniquement P2 et la normale est suivant K. Et donc ça vous donne, voilà, les densités de charge partout où il existe. Et bien sûr, comme j'ai dit, puisque la polarisation est uniforme, la densité de charge volumique est nulle. Bien, maintenant, on veut calculer la capacité de ce condensateur. Bon, j'ai déjà expliqué, regardez votre cours l'année dernière sur les condensateurs, la méthode pour calculer la capacité d'un condensateur. Il suffit de calculer la circulation du champ électrique entre l'armature 1 et l'armature 2, d'exprimer les résultats en fonction de la charge totale Q, et vous avez C est égal à Q sur V1 moins V2. Donc, on part toujours de D2V égale à moins E D2R, et j'intègre entre l'armature 1 et l'armature 2. Sauf qu'ici, vous avez bien sûr entre D2V entre 1 et 2, je le ramène de l'autre côté, ça va me donner V1 moins V2. Et donc j'intègre le champ E1 entre 0 jusqu'à A, et j'intègre le champ E2 de A jusqu'à E. Bon, les champs sont constants, ça va me donner E1 fois petit a, plus E2 fois E moins A, est égal à V1 moins V2. Je remplace le champ par sa valeur en fonction de Q, et je calcule la capacité par Q sur V1 moins V2, et voilà ce qu'on trouve. Petite remarque, on peut réécrire cette capa 1 sur C comme étant A sur epsilon 1 fois S plus 1 sur epsilon 2 fois S facteur de E moins A. Je vous rappelle que la capacité d'un condensateur plan, c'est epsilon fois la surface divisé par A. Vous voyez bien, ça c'est 1 sur l'inverse d'une capacité, et ça c'est l'inverse d'une capacité. Ça c'est la capacité d'un condensateur d'épaisseur A et de surface S. Ça, c'est la capacité d'un condensateur d'épaisseur E moins A, c'est-à-dire cette distance-là, fois S. Et vous voyez que 1 sur S s'écrit comme étant 1 sur C1 plus 1 sur C2. Rien de nouveau, c'est normal. Pourquoi? Parce que les deux condensateurs ils sont en série. Et si deux condensateurs en série, voilà la loi d'association des capacités. Voilà, je vous laisse le soin de faire les autres exercices. Bien sûr, s'il y a des questions, vous pouvez les envoyer dans les commentaires, et à très bientôt.